Bonjour, ici Pascal des études de neutralité et aujourd'hui j'ai quelque chose de spécial, à savoir une émission de radio. Alors il y a quelques jours, Jonathan McCormick, le producteur et narrateur de ce programme que je m'apprête à vous faire écouter, m'a contacté en me disant, en tant que journaliste indépendant, il avait produit une émission sur les racines de la guerre en Ukraine que son diffuseur habituel, Radio Slovakia International, a refusé de diffuser. On lui a donné diverses raisons. Mais le fond du problème est que l'histoire était tout simplement trop controversée, compte tenu de l'ambiance politique prévalente dans le pays et en Occident, de manière plus générale. Jonathan m'a contacté pour savoir si je voulais la publier, et diable oui, je le veux. Parce qu'il a créé un merveilleux court-métrage radiophonique mettant en vedette 3 personnalités intéressantes. Ruslan Kotsaba, un journaliste ukrainien et pacifiste qui, il y a quelques années, a été emprisonné en Ukraine pour son activisme pacifiste et vit maintenant en exil à Brooklyn. Ensuite, pour l'équilibre, il a demandé un commentaire à l'expert de la Russie le plus renommé de Slovaquie, Alexander Duleba, qu'il avait interviewé à plusieurs reprises auparavant. Enfin, il a également obtenu des commentaires approfondis d'un bon ami de cette émission, Nikolai Petro, qui est professeur de sciences politiques à l'université de Rhode Island. Ce qui semble avoir rendu ce morceau trop controversé pour les Européens, c'est simplement que Jonathan a abordé l'histoire comme un vrai journaliste, essayant de trouver des réponses et non de conformer l'histoire à un récit prédéterminé. Alors, s'il vous plaît, écoutez ce que les Européens de nos jours trouvent trop controversé pour être réellement diffusé. Depuis que la Russie a envahi le territoire ukrainien en février de l'année dernière, nous, en Occident, y compris ici en Slovaquie, avons entendu une version des événements que de nombreux experts occidentaux considèrent comme étant simplifiés à l'excès. Une version qui omet ou minimise des facteurs cruciaux ayant mené à la guerre, comme par exemple le conflit interne qui fait rage en Ukraine depuis 2014 et qui a été un facteur clé, disent-ils, dans la décision de la Russie d'intervenir. J'ai récemment eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui non seulement a vécu ce conflit interne de première main, mais qui a aussi travaillé très dur pendant longtemps pour essayer de l'arrêter. Je m'appelle Ruslan Kotsaba, je suis correspondant de guerre et je suis le fondateur du mouvement pacifiste ukrainien. Bien que Ruslan Kotsaba soit originaire de la partie occidentale de l'Ukraine, où l'on parle ukrainien, son travail de correspondant de guerre l'a mis en contact avec les populations russophones de l'Est du pays, ce qui l'a amené à adopter également leur point de vue. Cela l'a conduit à devenir un militant de la paix très engagé et à fonder finalement le mouvement pacifiste ukrainien. L'une des 3 organisations récemment nominées par le Bureau international de la paix pour le prix Nobel de la paix. Son pacifisme l'a également amené, de manière cruciale, à s'opposer au rôle du gouvernement ukrainien dans le conflit interne du pays. Pour ses efforts en tant que pacifiste, il a été physiquement attaqué, étiqueté comme propagandiste russe, a passé 1 an et demi dans une prison ukrainienne, ce qui a poussé Amnesty International à le déclarer prisonnier de conscience et a finalement décidé de fuir le pays l'année dernière lorsqu'il a été confronté à une possible peine de prison à vie pour le prétendu crime de trahison. Il vit maintenant en exil à Brooklyn, NY, où je l'ai rencontré avec son interprète Nata Potiomkin dans une bibliothèque locale, en mai. La première chose que je voulais demander à Ruslan Kotsaba était comment exactement son travail de correspondant de guerre l'a-t-il amené à devenir un militant de la paix si engagé? Mon travail de correspondant de guerre m'a amené à me poser la question: suis-je humain? Devrais-je travailler en tant que pacifiste? Devrais-je lutter contre la guerre au lieu de simplement en rendre compte? Cela se passait en parallèle. Je travaillais, mais dans mon travail en tant que correspondant de guerre, je prenais en compte les 2 points de vue sur cette guerre. D'accord. Eh bien, c'est l'une des choses que je voulais vous demander. Pourquoi avez-vous décidé de faire cela des 2 côtés? Et quelle a été votre expérience en voyant ces 2 perspectives? J'ai considéré cela comme un étalon du journalisme objectif. L'autre camp de ce conflit, l'autre partie de la population ukrainienne, a été humiliée, déshumanisée par notre gouvernement ukrainien. Et ma position était d'écouter ce camp, de les laisser parler à haute voix. Mais ces personnes russophones de l'Est de l'Ukraine étaient-elles vraiment humiliées et déshumanisées, comme le dit Ruslan Kotsaba? Et si oui, comment cela se passait-il?
Il est bien connu que, parmi leurs principales plaintes, après la soi-disant révolution du Maïdan en 2014, au cours de laquelle un gouvernement ouvertement anti-russe a pris le pouvoir, certaines mesures ont été prises par le nouveau gouvernement pour supprimer l'utilisation de la langue russe, leur langue maternelle, dans les lieux publics. Mais cela seul, ou en combinaison avec d'autres actions du nouveau gouvernement, a-t-il humilié et déshumanisé la population russophone de l'Est de l'Ukraine? Certains experts pensent que non. Je suis Alexander Duleba, professeur en sciences politiques. J'enseigne à l'Université de Prešov les relations internationales. Puis j'ai des cours spécialisés sur l'Europe de l'Est après l'effondrement de l'Union soviétique et je me concentre sur l'Ukraine et la Russie. Donc je suis la situation en Europe de l'Est de manière plus ou moins systématique depuis 1993. Alexander Duleba est également le fondateur de l'Association slovaque de politique étrangère. Il est aussi largement considéré comme le meilleur expert de la Slovaquie sur l'Ukraine et la Russie et est connu pour être un fervent soutien du gouvernement ukrainien post-Maïdan. Je voulais entendre ce qu'il avait à dire sur les affirmations de Ruslan Kotsaba concernant le traitement des citoyens russophones dans la partie orientale du pays. Ces citoyens étaient-ils humiliés et déshumanisés par leur propre gouvernement? En ce qui concerne les droits des russophones en Ukraine après le Maïdan, oui, il y a eu une tentative de modifier la loi sur les langues, ce qui aurait rendu problématique l'utilisation du russe dans les communications officielles avec les autorités de l'État, et ainsi de suite. Mais cela a été arrêté. Toujours en vigueur en Ukraine, il y a une loi adoptée par le gouvernement de Yanukovych en 2010 qui stipule que la langue ukrainienne est la langue officielle du pays. Mais les régions, les autorités régionales, les parlements régionaux élus peuvent adopter des lois par lesquelles ils introduiront une autre langue à utiliser sur le territoire de l'Ukraine comme langue officielle secondaire. Et il y a une liste de, si je me souviens bien, 9 langues. Et le russe est en position de langue numéro 1 des langues historiques, car il y a des gens qui y vivent depuis des siècles, tout simplement. Et cela s'est produit presque dans toutes les régions russophones de l'Est de l'Ukraine. Cela s'est produit que les parlements régionaux ont introduit le russe comme langue officielle secondaire pour la communication officielle, et aussi d'autres langues, y compris le ruthène dans la région transcarpatique. Alors, quel est le problème? Regardez, depuis 2019, le président de l'Ukraine vient d'une région de l'Est russophone. C'est le président Zelensky ainsi que son parti. Il est donc impossible de dire qu'il y a un régime fasciste en Ukraine qui discriminerait la population russophone. À ce stade, il devient un peu difficile de savoir exactement quoi penser. D'un côté, nous avons Ruslan Kotsaba, qui semble être un homme d'intégrité, ayant vécu ce conflit et souffert pour ses convictions aux mains de son propre gouvernement, qui dit une chose. Et de l'autre côté, nous avons Alexander Duleba, quelqu'un qui a longuement étudié l'Ukraine et qui est très au fait de la situation là-bas, qui dit le contraire. Dans un effort pour parvenir à une meilleure compréhension de la situation, je me suis tourné vers un autre expert de l'Ukraine, dont je savais que la recherche était principalement axée sur le conflit interne au pays, plutôt que sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et qui, je l'espérais donc, pourrait me donner une meilleure idée de ce qui se passe dans le pays depuis 2014. Je suis Nikolaïen Petro. Depuis plus de 30 ans, je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Rhode Island, mais avant de venir ici, j'ai passé du temps à Washington, où j'étais boursier du Conseil des relations étrangères. J'ai également été boursier à l'Institut de recherche en politique étrangère. Le premier m'a donné l'opportunité de travailler au département d'État en tant que conseiller spécial pour la politique au Bureau des affaires de l'Union soviétique. Nikolaï Petro a également été invité par l'Académie des sciences d'Ukraine en 2008 pour donner des conférences sur l'avenir de l'Ukraine et a visité le pays presque chaque année depuis lors, passant 2 années entières sur place en tant que chercheur invité. Il a récemment publié « La tragédie de l'Ukraine », ce que la tragédie grecque classique peut nous apprendre sur la résolution des conflits, examinant le conflit en Ukraine depuis 2014 et ses racines historiques profondes. Il reconnaît que l'invasion de la Russie était injustifiée, mais met en lumière le rôle des luttes internes de l'Ukraine dans la préparation de la guerre. Ayant lu son livre, j'ai cherché son avis sur les points de vue opposés de Ruslan Kotsaba et Alexander Duleba,
et s'il était au courant de l'histoire de Kotsaba, étant donné son long séjour en Ukraine. Absolument. Il est devenu célèbre lorsqu'il a dénoncé l'illégalité de la conscription pour l'opération antiterroriste dans l'Est. Il a dit que cela était contraire à la Constitution et il a été défendu par une avocate célèbre, Tatiana Montian, et a gagné, je pense, son procès, si je ne me trompe pas. Je pense qu'après, il a passé 1 an et demi en prison. Ils sont tous les deux maintenant en exil et accusés de trahison. Alors, quelle est son opinion sur Ruslan Kotsaba et son activisme pour la paix? Alors, Ruslan Kotsaba, à mon avis, en tant qu'Ukrainien de l'Ouest, représente une vision alternative de l'identité ukrainienne. Plus précisément, c'est celle qui a été promue et populaire il y a 20 ans par le célèbre leader de l'opposition politique en Ukraine occidentale, Vyacheslav Tchornovil. Vyacheslav Tchornovil était le leader du Ruch, le mouvement, comme on l'appelle en ukrainien, qui était le mouvement populaire initial pour l'indépendance de l'Ukraine. Leur vision d'une Ukraine unie ne confond pas la vengeance concernant le passé avec la justice. Le problème avec la vengeance, se venger de ce qui a été fait aux Ukrainiens, et en particulier aux Ukrainiens de l'Ouest, c'est qu'elle renouvelle toujours le cycle de la tragédie, puisqu'il y aura toujours la génération suivante qui cherche à rétablir sa version de la justice aux dépens de l'autre. Alors la seule façon de briser ce cycle, et c'est ce que je pense que Kotsaba et Kornovil ont tous deux compris, est de rompre le cycle et de s'efforcer d'atteindre ce que les Grecs appelaient la vraie justice. Et la vraie justice est un résultat acceptable pour toutes les parties. Il est donc évident que Nicolae Petro pense que Ruslan Kotsaba ne fait pas que du bruit, mais qu'il s'engage sérieusement dans un effort honnête pour briser le cycle de la haine et de la violence en Ukraine. Que dit-il alors des affirmations d'Alexander Duleba, selon lesquelles le gouvernement ukrainien post-Maïdan ne discrimine pas ses citoyens russophones de l'Est? Et qu'en est-il de l'affirmation de Duleba, selon laquelle une seule loi a été adoptée contre la langue russe et que cette loi a été abrogée il y a des années? Mais ceci est incorrect. L'histoire ne s'est pas arrêtée en mai 2014. Nous avons eu de nombreuses lois linguistiques supplémentaires, y compris l'imposition depuis 2019 d'un ombudsman linguistique gouvernemental. Permettez-moi de vous donner une citation de ce premier ombudsman. Il y en a eu depuis 2 autres. Mais la première, Tatiana Monakova, a expliqué le but de son bureau en 2019 par ces mots. Je cite, « Le rêve a toujours été de cultiver, construire ou ériger un puissant monolithe ukrainien homogène, une société d'individus partageant les mêmes idées, qui parlent la langue de l'État, sans désaccord sur les grandes questions d'État. Les monolithes sont créés en utilisant à la fois le fouet et les pâtisseries. » Fin de citation. Au fait, pourquoi a-t-elle démissionné? Elle a démissionné parce qu'elle estimait qu'on ne lui avait pas donné les outils nécessaires pour imposer les fouets et offrir les pâtisseries. Cette question a depuis été rectifiée début 2021 avec la capacité donnée à l'ombudsman linguistique d'imposer des amendes pour l'utilisation publique du russe, c'est-à-dire dans la sphère publique. Parce que maintenant, si vous utilisez le russe dans une capacité de service public, cela peut être sanctionné par une amende. Même dans une capacité de service privé, par exemple, si je vais au restaurant, un restaurant privé, une institution privée, et que je commande en russe, le serveur a le droit de refuser de me servir à moins que nous nous mettions d'accord sur la langue à parler. Mais la langue présumée qui doit être parlée par la loi est maintenant l'ukrainien. Selon Nicolae Petro, non seulement la suppression de la langue russe en Ukraine n'a pas été arrêtée, mais elle s'est même intensifiée ces dernières années. Alors pourquoi Alexander Duleba insiste-t-il sur le fait qu'il n'y a aucun problème concernant l'utilisation de la langue russe en Ukraine aujourd'hui? La réponse à cette question a commencé à devenir un peu plus claire lorsque je lui ai demandé son avis sur l'une des observations les plus troublantes faites par Nicolae Petro dans son livre concernant la manière dont le gouvernement ukrainien actuel prévoit de traiter ses citoyens rebelles de l'Est, après qu'ils aient été soumis et soient de nouveau sous le plein contrôle de l'Ukraine.
en supposant que cela se produise éventuellement. Ces plans, qui sont bien documentés dans le livre de Petro, impliquent de placer des limites strictes sur les droits de ses citoyens jusqu'à ce qu'ils aient traversé une sorte de processus de rééducation conçu pour éradiquer toute influence russe dans la région, y compris l'influence culturelle. La réponse d'Alexander Duleba suggère non seulement qu'il ne voit aucun problème avec cela, mais aussi que la seule raison pour laquelle ces russophones perçoivent cela comme humiliante, à son avis, est qu'ils ont un état d'esprit impérialiste, hérité de l'époque de l'Union soviétique. Vous savez, si vous parlez russe, d'accord, vous regardez la télévision russe, vivez avec la politique russe et vous vivez en Ukraine, d'accord. Et si vous allez au bureau, le bureau de l'administration publique, à l'hôpital ou peu importe, et qu'il vous demande, s'il vous plaît, utilisez aussi la langue ukrainienne, vous pourriez le ressentir comme une humiliation de vos droits. Mais c'est un problème pour ces personnes russophones qui ne sont pas capables de s'adapter, d'accepter la situation que l'Union soviétique n'existe plus, qu'il n'y a plus d'empire russe et qu'ils sont citoyens de l'État ukrainien. Donc c'est ça. Je veux dire, regardez n'importe quel État en Europe. Regardez la France, regardez l'Espagne avec ses problèmes en Catalogne, ou peu importe. Quelle est la politique française? Vous êtes français parce que vous êtes membre de la nation politique. Et cette nation politique a ses règles, sa langue, etc. Et cela s'applique à toute nation. Et si cela ne vous satisfait pas, eh bien cette nation ne humilie pas vos droits. Vous pouvez parler russe. Mais vous devez accepter que vous vivez dans un autre pays, simplement dit. Et ceci est la langue officielle, et il y a des administrations publiques, des hôpitaux, des écoles, etc. Vous savez. Et si vous avez un problème avec cela, cela en dit long sur votre état d'esprit impérialiste et votre incapacité à devenir des gens normaux. Voulez-vous que l'État soit subordonné à vous? Nikolai Petro répond. Lorsqu'il a dit ou vous a demandé de manière rhétorique, « Voulez-vous que l'État soit subordonné à vous ?» La réponse à cela est oui. Nous appelons cela la démocratie libérale. C'est l'essence même de la démocratie libérale moderne. Deuxièmement, il affirme que la nation politique a une langue philologique. Cela n'est pratiquement jamais le cas dans l'UE, car c'est précisément la caractéristique de l'UE d'être pluriculturelle et libérale, et d'encourager les langues minoritaires et leur utilisation. De nombreux pays de l'UE sont bilingues, voire trilingues. Et même dans les pays qui aspirent à une norme culturelle unique, les différences régionales sont respectées et protégées par la loi. Ce n'est pas le cas en Ukraine aujourd'hui. Son argument repose sur un principe idéologique de nationalisme, selon lequel cela garantira l'unité nationale en marginalisant et en éradiquant les minorités qui ne sont pas tolérées dans une nation politique moniste. Mais cela ne fonctionne pas de cette manière. Il fait référence au fait que ceux qui choisissent de parler russe dans une nation politique de langue ukrainienne sont freinés par leur propre impérialisme. Mais je crains que l'on puisse voir la situation d'un tout autre œil. C'est de l'impérialisme d'insister sur le fait de parler ukrainien, surtout parce que dans la plupart des grandes villes d'Ukraine, 80% de la population est plus à l'aise en parlant russe. Évoquant d'autres engagements professionnels, Alexander Duleba a refusé de répondre à tout commentaire de Nikolai Petro dans cette histoire. L'un des points soulevés par Alexander Duleba concernait la loi actuelle sur l'éducation en Ukraine. Ils ont donc la loi sur l'éducation, elle a été adoptée en 2017. Mais je dois dire qu'elle est identique à la loi sur l'éducation que nous avons en Slovaquie. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle introduit comme matière obligatoire la langue ukrainienne. Parce qu'auparavant, il y avait des écoles fonctionnant uniquement dans la langue de la minorité ethnique. Il n'y avait pas de matière comme l'ukrainien,
Je pense que c'est normal que chaque État... Si vous êtes citoyen de l'Ukraine, il est naturel qu'à l'école, vous deviez apprendre l'ukrainien. Je pense que c'est normal. Vous pouvez avoir toutes les matières dans votre langue maternelle, mais vous devez aussi apprendre l'ukrainien. Et c'est tout. Cela me semble raisonnable. Mais est-ce tout ce qu'il y a à dire? Voici la réponse de Nicolae Petro. C'est une simplification excessive. Car ce que nous avons vu en réalité, c'est l'accompagnement de l'instruction obligatoire dans toutes les matières en ukrainien par la fermeture de toutes les écoles alternatives et l'élimination systématique dans l'Est et le Sud de l'Ukraine des écoles offrant des cours de langue russe, même si les élèves et les parents d'élèves souhaitent organiser de tels cours. La motivation pour ne pas permettre l'organisation de cours de langue russe, même sur une base volontaire dans les écoles, est évidemment politiquement motivée. Alors ce que vous dites, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de les obliger à prendre l'ukrainien comme matière obligatoire, mais essaie-t-il de fermer ces écoles? Essaie-t-il de tout convertir? Oui, ils essaient de rendre l'ukrainien obligatoire. La loi prévoit à terme l'élimination de l'enseignement alternatif à tous les niveaux. Que se passe-t-il si quelqu'un veut continuer avec une école existante qui enseignait déjà le russe? Il n'y a pas d'école qui enseigne le russe en Ukraine. Je veux dire, j'hésite à dire pas d'école, car les chiffres que j'ai vus indiquent que 95 à 99% des écoles de langue russe ont été fermées en Ukraine au cours des 30 dernières années. Mais je peux vous dire que l'effet net de cela n'a pas été de réduire la popularité du russe parmi les jeunes. D'accord, donc toutes ces lois n'ont pas vraiment d'effet sur la langue que les gens préfèrent utiliser au quotidien, avec leurs amis, au bar ou peu importe. Et est-ce un objectif du gouvernement de même éliminer le russe dans ce genre d'environnement décontracté, social, du genre sortie entre amis? L'objectif, selon le secrétaire du Comité national de la sécurité et de la défense, Oleksiy Danilov, l'objectif est, je cite, « La langue russe doit complètement disparaître de notre territoire, étant un aspect de la propagande hostile et du lavage de cerveau de notre population. » Fin de citation. C'est l'objectif. Mais je ne peux pas imaginer que ce soit un objectif réaliste. Est-ce que quelqu'un pense vraiment qu'il serait capable de réaliser cela? Dans un monde idéologique, vous suivez vos fantasmes. C'est là le danger du nationalisme, c'est qu'il s'agit d'un fantasme et non d'une réalité. Et mettre en œuvre ce fantasme a des conséquences dévastatrices, non seulement sur l'individu, mais aussi sur le corps politique dans son ensemble. C'est ainsi que je perçois la tragédie de l'Ukraine.